Eh bien bonjour à tous, je voudrais vous parler de mon dernier livre qui s'appelle La République des imposteurs. Je vous le dis tout de suite, bien que le titre puisse apparaître à bien des égards brûlant d'actualité, il ne s'agit pas d'un livre qui traite de la France des années 2020. Ceux qui le liront y verront peut-être, et même sûrement, beaucoup d'analogies avec l'époque qui est la nôtre, mais je laisse à chacun le soin d'en tirer ses propres conclusions. Ce livre, en fait, porte sur une période charnière de notre histoire contemporaine, une période qu'on croit connaître et qu'on connaît en fait très peu, l'après-guerre de la France, qui se confond en gros avec la mise en place de la 4ème République, instituée, comme vous le savez, officiellement 2 ans après la Libération. Or, cette République est tombée dans un trou de mémoire. Pas seulement dans les programmes scolaires où on n'en parle pratiquement jamais, sauf pour évoquer la reconstruction et le début des fameuses 30 glorieuses, comme si la France avait été le seul pays à se reconstruire après la guerre. Mais on en parle aussi très rarement dans la littérature historique, si ce n'est pour évoquer sa chute dans le contexte des dernières guerres coloniales de la France, l'Indochine d'abord, l'Algérie ensuite, qui ont provoqué l'écroulement du régime et, comme vous le savez, l'avènement de la 5e République. Et pourtant, c'est dans ses débuts que la 4e République est l'une des périodes les plus folles de l'histoire contemporaine. Je la compare dans mon livre avec le Directoire à l'issue de la Révolution française. Comme à l'époque du Directoire, juste après la Terreur, en 1794, on voit dans le sillage de l'occupation apparaître d'immenses fortunes construites sur le crime et sur la corruption. Des carrières absolument fulgurantes se bâtirent sur le mensonge et même d'anciens collaborateurs se faire passer pour des résistants, ce qui est tout de même le comble et ce qui dépasse l'entendement, certains magistrats qui avaient condamné à mort des résistants parvenir au sommet de la hiérarchie judiciaire d'après-guerre en devenant des épurateurs modèles. Savez-vous par exemple que le célèbre procureur Mornay, qui en 1945 a requis la mort contre le maréchal Pétain, faisait partie des 3 hauts magistrats français chargés entre 1940 et 1944 de statuer sur le sort des Juifs qui avaient été naturalisés avant-guerre. Savez-vous que le policier qui en 1944 passa pour un héros en démasquant l'abominable docteur Petiot, vous savez, le tueur en série qui dépouillait les Juifs en leur faisant croire qu'il allait les aider à quitter la France avant de les assassiner, de les brûler dans sa chaudière. Eh bien, savez-vous que ce policier était lui-même recherché pour fait de collaboration ? Et pas n'importe lesquels. Il s'appelait Henri Soutif, il avait traqué pendant toute la guerre dans le Finistère des résistants aux côtés de la Gestapo, et il s'était refait une virginité en changeant d'identité et en devenant un épurateur modèle à la Libération. Finalement, il sera lui aussi confondu, il sera arrêté, mais il s'évadera et on le retrouvera en 1947 dans ce qu'on a appelé le Plan Bleu, un projet de coup d'État qui n'avait aucune chance de réussir, mais qui était absolument typique de l'atmosphère de l'époque. C'était une sorte de complot contre la République dans lequel on trouvait des escrocs désireux de soutirer de l'argent au patronat en lui faisant croire à l'imminence d'une prise de pouvoir par les communistes, un ramassis d'illuminés persuadés qu'ils allaient sauver la France, et encore et toujours d'anciens collaborateurs qui, comme ce Soutif, vivaient sous la protection des services secrets américains. En fait, la caractéristique de cette époque charnière, c'est que, à tous les étages de la société, le travestissement est l'artifice le plus utilisé pour passer, en quelque sorte, entre les gouttes de l'histoire. D'où le titre du livre, La République des imposteurs, parce que, en cette période charnière du passage entre 2 mondes, celui de la guerre et celui de la libération, la France vit dans un état d'anomie, c'est-à-dire d'absence d'ordre établi, qui permet à des personnages qui ont beaucoup à se faire pardonner à prendre un nouveau départ. C'est une période comme le Directoire encore, où on change d'identité comme de chemise, en profitant dans les 2 cas de la destruction des archives d'état civil. Sous la Révolution, beaucoup de registres paroissiaux ont brûlé. Pendant la guerre, beaucoup d'administrations publiques, notamment en Normandie, dans les zones visées par les bombardements, ont été littéralement pulvérisées. Ce qui a été une aubaine pour les escrocs en tout genre, mais aussi pour ceux qui voulaient refaire leur vie en usurpant l'identité de quelqu'un d'autre. En fait, j'ai eu envie d'écrire ce livre après avoir découvert, très tardivement il est vrai, un formidable film de Jacques Audiard, l'un de ses tout premiers d'ailleurs puisqu'il date de 1996, un film qui s'appelle Un héros très discret avec Mathieu Kassovitz, lui aussi à ses débuts et comme toujours excellent. C'est l'histoire d'un Français ordinaire qui a passé une guerre plutôt tranquille, sans résister mais sans non plus collaborer, bref un Français comme beaucoup d'autres, qui, à la suite de
divers concours de circonstances, va réussir à se faire passer pour un héros de la France libre et de la résistance et à devenir lieutenant-colonel dans l'armée de la Libération, sans que personne, mais alors personne, ne se doute de la supercherie, tellement il est doué pour le mensonge. Bref, c'est l'histoire d'un mythomane professionnel qui réussit à duper de vrais résistants. Alors pourquoi ce film a été une révélation pour moi? Parce qu'au même moment, c'est une coïncidence, je travaillais sur des archives qui avaient appartenu à Jacques Foccart. Foccart, vous savez, c'est le futur créateur de la France-Afrique, dont on sait moins qu'il a été, tout de suite après la guerre, un des hommes forts du Rassemblement du peuple français, le RPF, le seul mouvement fondé et présidé par De Gaulle entre 1947 et 1953. Et que faisait Foccart dans l'ombre du général de Gaulle? Eh bien, il faisait ce qu'il savait le mieux faire. Il avait été membre des services secrets de la France libre, le BCRA, pendant la guerre, donc il faisait, après-guerre, encore et toujours, du renseignement. Autrement dit, il accumulait des dossiers sur le personnel politique de l'époque. Pas seulement pour avoir prise sur les adversaires du général en enquêtant par exemple sur leurs activités sous l'occupation, même si vous l'imaginez bien cet aspect l'intéressait vivement, mais aussi et peut-être surtout pour empêcher que d'anciens collabos n'infiltrent le RPF. Et c'est là, alors que je regardais ces dossiers, au moment où je découvrais le film d'Audiard, qui est un film de fiction, rappelons-le, que je me suis dit que la réalité dépassait infiniment la fiction. Je vais vous donner un seul exemple. Celui de Jacques Ducreux. Jacques Ducreux, un personnage aujourd'hui complètement oublié, mais finalement autrement plus terrifiant que le mythomane incarné par Kassovitz. Ducreux, c'est vraiment le héros du film d'Audiard, mais à la puissance 10. Il est, imaginez-vous, le seul parlementaire français depuis 1792, donc depuis la Révolution, à avoir siégé sous une fausse identité. Il a été élu député radical de l'Ain en 1951, et en fait, ce Ducreux s'appelait Tacquenay. Pendant la guerre, il avait été un journaliste en vue d'une des pires agences de presse de la collaboration, qui s'appelait l'agence Inter-France, qui prenait ses ordres directement à Berlin. Mais il ne s'est pas contenté que de cela, puisqu'il travaillait en plus pour le SD, c'est-à-dire le service de renseignement de la SS, pour le compte de qui il espionnait absolument tout le monde, y compris le gouvernement de Vichy, qui était jugé trop tiède par rapport aux collaborateurs parisiens. Vous voyez en deux mots qui était le personnage. Alors comme beaucoup, à partir de 1942, il sent le vent tourner, il rejoint Alger après le débarquement en Afrique du Nord de novembre 1942, et il s'engage sous un faux nom dans les rangs de l'armée d'Afrique. Là, quelques mois plus tard, on le reconnaît, il est tout de même arrêté, mais comme le nom est soutif, il réussit à s'échapper et il réapparaît en 1945 avec de faux papiers au nom de Ducreux, qui est le nom de sa mère, et un état civil, faux lui aussi, qui le vieillit de 8 ans. Et comme il a beaucoup grossi, cette fois, personne ne le reconnaît. Alors il adhère au parti radical, il pérore dans ses congrès, il devient député aux législatives de 1951, et tout va bien pour lui, jusqu'au jour où il a un très grave accident de voiture. Il dérape sur une plaque de verglas et il meurt. Et là, dans sa sacoche, les gendarmes qui interviennent sur le lieu de l'accident vont découvrir un jeu de faux papiers et très vite, ils vont remonter à sa véritable identité. Ce qui va être d'ailleurs terrible pour le parti radical qui s'était laissé berner et avait fait de lui un de ses jeunes espoirs. Bref, des affaires comme celle-là, j'en raconte des dizaines qui sont vraiment typiques de cette époque. Une époque où l'on a pu voir par exemple un chef suprême de la police, on disait alors la Sûreté nationale, un fin lettré et lui un authentique résistant, Pierre Berthaud, mêlé au hold-up du siècle, la fameuse affaire des bijoux de la Bégoum, en liaison avec un truand notoire qui s'appelait Paul Lecat. Une époque où l'on voit un général en quête d'avancement, le général Revers, pour ne pas le nommer, mettre en péril la vie de milliers de soldats français en Indochine parce qu'il a confié des informations sensibles à un professionnel du trafic d'influence qui s'appelait Roger Perret, qui à l'époque défrait la chronique parce que c'est lui-même un ancien membre de la milice, qu'il a été condamné pour fait de collaboration en 1944, et ce personnage se voit remettre par ce même général Revers la Légion d'honneur. C'est une époque où l'on voit un ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, le célèbre Robert Schuman, dissimuler au Parlement et même à une partie du gouvernement les clauses secrètes d'un traité, le traité de la CED, la fameuse communauté européenne de défense, des clauses qu'il a négociées directement avec le département d'État américain, j'en passe, et des meilleurs. Comme vous le voyez, le travestissement, le mensonge, bref, l'imposture, constituait vraiment la marque de
fabrique de cette époque. D'où une atmosphère qui a très vite débouché sur un phénomène qui n'a atteint la Ve République que beaucoup plus tard, une dévalorisation générale de la parole publique. On peut dire que sous la Ve, les choses ont commencé à se dégrader sous François Mitterrand avec la montée de l'abstention sous son second septennat, mais le vrai tournant est beaucoup plus tardif. C'est le choix, en 2009, de Nicolas Sarkozy de faire ratifier par le Parlement le texte à peine modifié de la Constitution européenne que les Français, vous vous en souvenez, avaient rejeté 4 ans plus tôt, en 2005. Autrement dit, faire démentir le peuple par ses représentants, faire démentir les mandants par les mandataires, ce qui est démocratiquement une forfaiture absolue. Bref, les choses depuis n'ont cessé de se dégrader, mais sous la Ve, grâce à des institutions solides, la volonté du peuple, au travers d'alternances qui en étaient réellement, est tout de même longtemps restée une valeur respectée. Alors que sous la Quatrième, la défiance entre gouvernants et gouvernés s'est creusée presque immédiatement et a été accentuée par des institutions débiles au sens étymologique du terme. Dès 1951, on peut dire que la confiance est définitivement brisée entre le peuple et ses représentants. Pourquoi 1951 ? Parce que pour empêcher le retour au pouvoir du général de Gaulle, dont le RPF a atteint 40% à lui tout seul au municipal de 1947, les partis au pouvoir, à savoir la SFIO, c'est-à-dire le parti socialiste de l'époque, le MRP, démocrate chrétien, et le parti radical, vont mettre au point, pour les législatives de cette année-là, de 51, une usine à gaz électorale absolument stupéfiante, qui s'appelle les apparentements, et qui va permettre à des partis opposés de s'allier uniquement le temps de l'élection, le temps de la campagne électorale, et de présenter des listes communes juste pour barrer la route au mouvement qui est de loin le plus important de France, le mouvement gaulliste. Alors quand vous ajoutez cela au scandale que j'ai évoqué, vous comprenez que cette Quatrième République est, à proprement parler, la République de la défiance. Une république où les citoyens ne croient plus rien de ce qu'on leur présente comme la vérité, et où ce qu'on appelle aujourd'hui le complotisme va bon train. Dès qu'une imposture est découverte, comment voulez-vous que les citoyens n'en voient pas tous les détours de l'actualité ? Et comme ces années sont celles de la guerre froide, là encore, symétrie avec l'époque qui est la nôtre, le communisme en moins. Chaque camp s'invente des complots, même quand il n'y en a pas. Ce qui contribue à pourrir encore l'atmosphère et amène, comme on le sait, le pays au bord de la guerre civile quand éclate le drame algérien. Alors son issue est connue, je n'y reviens pas, mais la manière dont elle s'est préparée, dont elle a infusé après-guerre, n'avait jamais été traitée sous cet angle de l'imposture qui constitue finalement le poison mortel de toute démocratie parce qu'elle tue la confiance sans laquelle aucune construction durable n'est possible. Braquer le projecteur sur les angles morts, c'est ce que j'essaie de faire dans mes livres. L'angle mort des rapports franco-américains sous De Gaulle avec l'ami américain, l'angle mort des rapports anglo-allemands dans les années 30 avec l'Aigle et le Léopard, l'angle mort de la Quatrième République avec cette République des imposteurs qui n'est pas sans analogie avec la basse époque dans laquelle est entrée malheureusement notre Cinquième République.